Les lymphomes sont des cancers hématologiques des lymphocytes. Cette image cruciale vous présente une cellule géante avec ses noyaux multiples et volumineux, accompagnée de plus petites cellules inflammatoires. C'est la cellule de Reed-Sternberg, l'empreinte diagnostique du lymphome de Hodgkin. L'identifier au microscope est fondamental pour poser le bon diagnostic. Mémorisez bien cette morphologie. Les lymphomes sont des tumeurs malignes du système lymphatique, résultant d'une transformation anormale des lymphocytes T ou B. On parle alors de syndrome lymphoprolifératif. Il existe de nombreux types de lymphomes, mais nous les subdivisons en deux groupes principaux, le lymphome hodgkinien, décrit dès 1832 par Thomas Hodgkin, et les lymphomes non hodgkiniens. Cette distinction est cruciale pour comprendre leur diagnostic et leur prise en charge. Lymphome de Hodgkin, voici notre sujet central aujourd'hui, une hémopathie maligne distinctive. Caractérisée par la fameuse cellule de Reed-Sternberg, ce cancer touche souvent les jeunes adultes et se distingue par des pronostics remarquablement favorables. Nous allons explorer en détail son épidémiologie, ses signes cliniques, les méthodes diagnostiques précisées, surtout, les stratégies thérapeutiques qui ont révolutionné sa prise en charge, permettant des guérisons complètes. C'est un exemple fascinant de progrès en oncologie. Le lymphome de Hodgkin est une hémopathie maligne caractérisée par la présence de la fameuse cellule de Reed-Sternberg, ou RS, que vous voyez ici. Cette cellule, d'origine lymphoïde, est le pilier du diagnostic du lymphome de Hodgkin. Cependant, attention, bien que très spécifique, la cellule de Reed-Sternberg n'est pas pathognomonique, c'est-à-dire qu'on peut la retrouver dans d'autres conditions, ce qui est une nuance clinique importante. Sa cause reste d'ailleurs inconnue. En épidémiologie, il est crucial de noter que sa fréquence en Europe est clairement bimodale. Nous avons un premier pic très net chez l'adulte jeune, ciblant la tranche d'âge des 20 à 30 ans. Ensuite, un second pic important se manifeste chez le sujet âgé, autour de 70-80 ans. Et attention, si on peut la rencontrer chez l'enfant, retenez bien qu'elle est exceptionnelle avant l'âge de 5 ans. C'est une caractéristique essentielle de cette pathologie. La cellule de Reed-Sternberg, caractéristique de la maladie de Hodgkin, est d'origine lymphoïde B, exprimant les marqueurs CD30 et CD15. Son mode d'extension principal est ganglionnaire unifocal au départ. Elle diffuse majoritairement, dans 90% des cas, par voie lymphatique vers les territoires adjacents. L'extension hématogène explique les localisations viscérales comme la rate, les os ou les poumons. La contiguïté permet d'atteindre les organes voisins. Clinique. Le syndrome tumoral se présente par des adénopathies superficielles asymétriques, cervicales, subclaviculaires ou axillaires, retrouvées chez 80% des patients au diagnostic. Pensez à la splénomégalie ou hépatomégalie. Les signes généraux, les fameux symptômes B, sont essentiels, une fièvre persistante au-delà de 38 degrés Celsius, des sueurs nocturnes profuses et un amaigrissement de plus de 10% en 6 mois. N'oubliez pas le prurite. C'est un tableau clinique à maîtriser absolument. Diagnostic repose avant tout sur la biopsie ganglionnaire, indispensable pour confirmer et préciser le type histologique. Cette dernière révèle une architecture bouleversée, signe de malignité. Histologiquement, nous identifions deux entités majeures, le lymphome de Hodgkin classique et le nodulaire à prédominance lymphocytaire. L'immunohistochimie est ici essentielle, car la cellule de Reed-Sternberg exprime clairement les antigènes CD30 et CD15, des marqueurs diagnostiques cruciaux. Mensuration des adénopathies superficielles est une étape clé. On recherche également une hépatomégalie et une splénomégalie pour évaluer l'extension viscérale. Surtout, n'oubliez pas les symptômes B, fièvre inexpliquée au-delà de 38 degrés Celsius, des sueurs nocturnes mouillant le linge nécessitant de se changer, et une perte de poids de plus de 10% du poids initial en 6 mois. Ces signes généraux sont fondamentaux pour un bilan complet. Biologique. Côté marqueur, notre bilan hépatique inclut le dosage des pales et des gamma-GT. Attention, une élévation des pales de plus de 2 à 3 fois la normale est très significative. N'oubliez pas la LDH, son augmentation témoigne d'une destruction cellulaire et est un véritable signal de gravité. Enfin, un bilan inflammatoire complet est essentiel, FNS, versus, CRP, fibrinogénémie et EPS pour une vue d'ensemble. Ces éléments sont cruciaux pour notre diagnostic. Radiologique, nous avons plusieurs outils essentiels. La TLT, ou échographie, est utilisée pour rechercher les adénopathies médiastinales. La TDM thoraco-abdominaux-pelvienne est fondamentale pour explorer les adénopathies profondes, qu'elles soient ou sous-diaphragmatiques, et pour évaluer le foie et la rate. Enfin, le TEP scan,
plus communément appelée PESCAN, est une technique très performante après injection de fluorodésoxyglucose, offrant une fiabilité supérieure à la TDM pour certaines localisations. Histologiquement, la biopsie ostéomédulaire est un examen obligatoire. Son rôle est fondamental pour dépister toute infiltration de la moelle osseuse, une information indispensable au diagnostic et à l'évaluation de l'extension de la maladie. C'est une étape clinique majeure qui oriente directement la stratégie thérapeutique. La classification Ann Arbor, modifiée par Cotswold, est essentielle pour stadifier les lymphomes. Elle distingue 4 stades principaux. Le stade I est une atteinte localisée. Le stade 2 implique plusieurs groupes du même côté du diaphragme. Le stade 3 touche les deux côtés, et le stade 4 correspond à une atteinte d'organes extra-lymphatiques. Ensuite, des lettres comme A ou B pour les symptômes généraux, X pour la masse volumineuse et E pour l'atteinte d'un organe contigu affinent crucialement le pronostic et la prise en charge. Voici la classification d'Ann Arbor, essentielle pour stadifier les lymphomes. Elle décrit la dissémination de la maladie. Le stade I est localisé à une seule région ganglionnaire. Au stade 2, on trouve plusieurs régions ganglionnaires atteintes, mais toujours du même côté du diaphragme. Le stade 3 indique une atteinte ganglionnaire des deux côtés du diaphragme. Enfin, le stade 4 représente une dissémination diffuse, avec une atteinte extraganglionnaire étendue, touchant souvent la moelle osseuse, le foie ou la rate. Passons au traitement. 2 piliers fondamentaux structurent notre approche, la polychimiothérapie, principalement via les protocoles ABVD et BICOP, et la radiothérapie, ciblée sur les sites ganglionnaires initialement atteints. Pour les stades localisés I et 2, nous combinons les 4 à 6 cures d'ABVD pour stériliser les microganglions, suivis d'une irradiation locale de 20 à 35 Gray. Pour les stades avancés 3 et 4, la chimiothérapie seule est souvent privilégiée, sur 6 à 8 cures, qu'il s'agisse d'ABVD ou de BICOP. C'est précis, ciblé, et efficace. Lymphome malin non hodgkinien. Un vaste chapitre s'ouvre devant nous, essentiel en hématologie. Ces lymphomes représentent un groupe hétérogène de cancers, très différent du lymphome de Hodgkin. Leur spécificité réside dans l'absence des cellules de Reed-Sternberg et leur grande diversité, tant sur le plan clinique que biologique. Nous allons détailler ensemble cette complexité pour mieux appréhender les stratégies diagnostiques et thérapeutiques actuelles. Aujourd'hui, nous abordons l'introduction et la définition des lymphomes non hodgkiniens. Retenez que ce sont des tumeurs malignes qui se développent spécifiquement à partir des cellules lymphoïdes, excluant toujours la maladie de Hodgkin. Il est crucial de noter que ces LMNH proviennent majoritairement de la lignée B, soit environ 85% des cas, et plus rarement de la lignée T, soit 15%. Ils s'inscrivent dans la grande famille des syndromes lymphoprolifératifs, un concept fondamental à maîtriser. Dès à présent, abordons l'épidémiologie de ces lymphomes. Premier point crucial, le lymphome non hodgkinien est significativement plus fréquent que le lymphome de Hodgkin. Retenez bien qu'il s'agit d'un groupe de pathologies extrêmement hétérogène, une caractéristique clé pour son diagnostic et sa prise en charge. Enfin, cette maladie peut toucher toutes les tranches d'âge, des plus jeunes aux plus âgés, et sans distinction de sexe. Physiopathologie. Un lymphome non hodgkinien débute le plus souvent dans les ganglions lymphatiques, formant un lymphome ganglionnaire. Moins fréquemment, il apparaît dans d'autres organes comme l'estomac ou le cerveau, c'est alors un lymphome extraganglionnaire. Sa propagation est cruciale, il peut s'étendre via le système lymphatique, par contiguïté directe ou par le sang, atteignant ainsi n'importe quel tissu ou organe du corps. Clinique, la présentation des lymphomes non hodgkiniens est très variée. En forme ganglionnaire, recherchez des adénopathies superficielles asymétriques, et une éventuelle splénomégalie ou hépatomégalie. Les formes extraganglionnaires sont fréquentes, affectant des sites comme l'ORL dysphagie, le digestif épigastralgie ou le cerveau-céphalée. Enfin, des signes généraux, similaires au lymphome de Hodgkin, peuvent être présents. Diagnostic positif. Mes amis, la biopsie ganglionnaire est absolument indispensable pour confirmer et préciser le type histologique. Mais attention, un diagnostic histologique doit toujours être complété par une immunohistochimie, c'est crucial. Par exemple, un lymphome de phénotype B exprime CD19 et CD20, tandis qu'un lymphome T exprime CD3 et CD5. Pour les autres lymphomes, on se réfère à leurs expressions CD selon la classification OMS. C'est simple, c'est efficace. Bilan d'extension, les amis, est crucial. Cliniquement, on traque les adénopathies, l'hépatomégalie, la splénomégalie, et surtout les fameux symptômes B, fièvre persistante, sueur nocturne mouillant le linge,
et une perte de poids significative. Biologiquement, on vérifie la FNS, le bilan hépatique avec PAL et GGT, qui, si élevés, sont très parlants, et la LDH, un marqueur de destruction cellulaire et de gravité. Radiologique. On débute l'exploration par une TLT, ou radiographie thoracique, pour rechercher des adénopathies médiastinales, avec un IMT pathologique au-delà de 0,35. Ensuite, la TDM thoraco-abdominaux-pelvienne est essentielle pour des ADP profondes, médiastinales, hilaires et abdominales, et pour évaluer le foie et la rate. Enfin, le PET scan, utilisant le FDG, offre une détection plus fiable que la TDM pour ses localisations. Histologique, notre quatrième pilier diagnostique, se concentre sur la biopsie ostéomédulaire. Retenez bien, elle est systématiquement obligatoire. Son rôle primordial est de débusquer toute infiltration médulaire. Cette investigation est absolument capitale pour confirmer un diagnostic, évaluer l'extension exacte de la maladie et orienter avec précision nos choix thérapeutiques. C'est une étape non négociable qui fournit des informations irremplaçables pour la prise en charge de nos patients. La classification Ann Arbor, cruciale pour les lymphomes, établit des stadies à 4. Le stadie est une seule atteinte, le 2 plusieurs du même côté du diaphragme, le 3 des deux côtés, et le 4 une atteinte extra-lymphatique. Retenez aussi les lettres complémentaires, A pour l'absence de symptômes B, B pour leur présence, X pour une masse volumineuse, et E pour une extension viscérale. Ces informations sont vitales pour la prise en charge. Voici les 4 stades de la maladie de Hodgkin, classés selon Ann Arbor. Le stade I montre l'atteinte d'un seul groupe ganglionnaire. Au stade 2, plusieurs groupes sont touchés, mais toujours du même côté du diaphragme. Le stade 3 indique une extension des ganglions des deux côtés du diaphragme. Enfin, le stade 4 représente une dissémination diffuse, incluant des organes extraganglionnaires comme la rate ou le foie, avec une atteinte ganglionnaire très étendue. Cette classification est cruciale pour le choix thérapeutique. Pronostic. Le type histologique est déterminant. Les lymphomes agressifs à grandes cellules, par exemple le LDGCB, touchent le sujet jeune. Ils ont une forte évolutivité mais sont très chimiosensibles, et c'est la bonne nouvelle, ils sont guérissables. En revanche, les lymphomes indolents à petites cellules, comme le folliculaire, concernent davantage le sujet âgé. Leur évolution est lente, mais malheureusement, ils ne guérissent pas. Retenez bien cette dualité cruciale. Le type cellulaire est un facteur clé, le type B est associé à un meilleur pronostic que les types T et NK. En ce qui concerne la stadification Ann Arbor, les stades I et 2 indiquent un pronostic clinique plus favorable comparativement aux stades 3 et 4. De plus, soyez vigilants, la présence de symptômes B est malheureusement un signe de mauvais pronostic clinique. Retenez bien ces points. Traitement. On aborde 3 piliers fondamentaux. Premièrement, la polychimiothérapie avec des protocoles bien établis comme le CHOP, l'ACVB ou le CHOEP, intégrant des agents clés tels que le cyclophosphamide ou l'adriamycine. Deuxièmement, la thérapie ciblée est cruciale, représentée par le rituximab, un anticorps monoclonal anti-CD20. Enfin, la radiothérapie, bien qu'une option, est moins fréquemment employée. Merci infiniment pour votre attention précieuse. C'est toujours un plaisir d'échanger avec un public aussi engagé. Nous avons couvert les aspects essentiels de notre sujet et j'espère que vous en avez tiré des pistes de réflexion intéressantes. Le temps est maintenant venu de passer à vos questions. Je suis là pour approfondir, clarifier ou explorer ensemble les points qui vous intriguent le plus. À vous la parole.